Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo, Le chemin de la connaissance de soi, un voyage thérapeutique. Mais avant de vous présenter la conférence, donc c'est une conférence que j'ai donnée chez une amie en privé et que j'ai plaisir à partager avec vous. Avant de démarrer, je vais pour une fois me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Marie-Paule Bécry. Et j'étais institutrice avant de devenir astrologue. Et en 1982, alors que j'étais institutrice, j'ai découvert l'astrologie. Et à partir de 1988, j'ai suivi l'enseignement de l'École supérieure d'astrologie de Paris, dont je suis diplômée, et qui avait comme professeur Jacques Berton, son fondateur, et Monique Calini. Cette formation astrologique était largement sous-tendue par la psychologie, mais aussi très axée autour de la mythologie. La mythologie gréco-romaine, bien sûr, voie d'accès royal aux méandres les plus profonds de nous-mêmes. J'ai également pris par la suite quelques cours particuliers d'astrologie humaniste, suivi des séminaires, des congrès ouverts à d'autres courants et surtout j'ai beaucoup lu. J'ai fait des études de biographie ou d'œuvres de personnalités connues en lien avec leur thème. La meilleure façon, me semble-t-il, d'apprendre l'astrologie. Et puis, depuis 2002, je suis installée à mon compte pour donner des cours d'astrologie et faire des consultations. Et au fil du temps, l'interprétation des mythes a pris de plus en plus de place à cause de sa dimension sensible, intérieure, une dimension moins intellectuelle que celle de l'astrologie pure, une dimension qui touche l'enfant en nous. Cette recherche sur le symbolisme des mythes, je la poursuis toujours avec autant de passion parce qu'elle fait travailler en profondeur. D'ailleurs, j'ai écrit 2 livres axés autour de la mythologie. Et puis, la vie a fait que s'est ajoutée une dimension plus intérieure encore, qui a débouché sur la mise en place d'ateliers de méditation guidés autour d'éléments du thème astrologique ou autour de mythes en lien avec des planètes qui représentent bien sûr des parties de nous-mêmes. Ce travail de méditation est aussi devenu maintenant le socle des séances d'accompagnement individuel parce que ça permet à la personne d'entrer dans des zones de paix en elle où elle peut entendre ses réponses personnelles à ses questions. Ce qui m'a toujours guidée et qui sous-tend aujourd'hui encore mon travail de relation d'aide relève d'une démarche personnelle de connaissance de soi et de quête de l'essentiel au quotidien, une quête que j'ai envie de partager parce que cette démarche m'a beaucoup aidé moi-même dans les difficultés de la vie, m'aide d'ailleurs encore actuellement, sans doute parce qu'elle dépasse l'aspect purement psychologique ou psychanalytique pour nous faire entrer dans un espace plus vaste que l'on peut appeler un espace spirituel. Et cet espace, évidemment, dépasse et transcende nos difficultés de personnalité parce qu'il se situe au-delà, dans cet espace intime fait de paix, de silence, de joie profonde, d'amour inconditionnel, etc. Je suis membre de la Fédération des astrologues francophones. Cette fédération publie régulièrement la Gazette des astrologues et j'y publie mes articles. Donc, pour résumer, actuellement, je travaille avec ces 3 outils, l'astrologie, la mythologie, la méditation, souvent conjugués ensemble de manière originale dans une optique de connaissance de soi dont j'ai constaté qu'en fait, elle était thérapeutique, aussi bien à travers les cours où la théorie et le travail sur soi vont de pair, qu'à travers les ateliers de méditation de groupe ou encore l'accompagnement individuel. Pour ces ateliers, il est inutile de connaître l'astrologie auparavant. Quelle que soit la proposition retenue, la démarche relève d'une forme d'accompagnement et vise aussi, au fil du temps, à vous offrir des outils que vous pourrez également utiliser seul chez vous
pour progresser dans le chemin vers vous-même en toute indépendance. L'un de mes buts étant aussi que les gens deviennent autonomes au bout d'un certain temps. Et tout cela permet d'aller de mieux en mieux parce que le chemin de la connaissance de soi est en fait un voyage thérapeutique et spirituel. Alors, en quoi se connaître peut-il être thérapeutique et spirituel? Et thérapeutique, évidemment, ce qui nous permet d'être en bonne santé, ce qui nous aide à être en bonne santé. Et selon la définition de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, je cite, « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » On pourrait peut-être dire que la santé est un état de complétude, en écoutant cette définition, dans lequel toutes nos facettes d'être humain, tous nos véritables besoins, s'harmonisent en une unité. La santé, ce serait trouver la cohérence entre nos besoins physiques, affectifs, intellectuels et spirituels. En gros, être en cohérence avec ce qu'on est vraiment au plus profond de soi-même. Et cette unité est aussi l'une des quêtes de toute voie de spiritualité. Mais bien sûr, chacun de nous est né avec des talents et un mode de fonctionnement unique qui n'appartiennent qu'à lui et à lui seul. On comprend tout de suite la difficulté qu'il peut y avoir à exprimer cette unicité dans un monde où il est beaucoup plus facile d'être conforme, et c'est de plus en plus vrai, que de sortir du rang. Mais si on essaye d'adopter d'autres talents que les nôtres, ça va être difficile aussi. Et en plus, on va se sentir mal et donc on va en perdre l'unité et avec elle, on va souvent perdre la santé, dans ce sens d'état de complet bien-être. C'est un petit peu comme si un chat se mettait en tête de vouloir aboyer comme un chien. D'abord, il a peu de chances d'y arriver. Ensuite, l'énergie utilisée pour aboyer n'est plus disponible pour aller mener sa vie de chat qui, lui, a le talent de grimper, de miauler, de chasser des souris, de voir la nuit, etc., mais qui n'a pas comme compétence celle d'aboyer. Imaginez aussi, par exemple, la graine d'un chêne, c'est-à-dire un gland, qui voudrait devenir tournesol. Ça paraît juste ridicule et on comprend bien tous les problèmes qui peuvent découler de la volonté de vouloir réaliser ces désirs qui ne correspondent pas à la vraie nature du sujet ou de la plante. Pour les plantes, c'est en fait quand même relativement facile puisque le chêne est contenu tout entier dans le gland. La fleur de tournesol est contenue dans la graine de tournesol et on n'a jamais vu sortir une fleur de tournesol d'un gland ou un chêne poussé d'une graine de tournesol. Pour les humains, une graine d'humain donne évidemment aussi toujours un être humain, ça c'est évident, mais comme nous naissons tous avec des besoins et des talents différents, les choses sont un peu plus complexes et selon l'environnement dans lequel on se retrouve, eh bien, on a plus ou moins de chances de se développer de façon optimale et de déployer pleinement et harmonieusement son potentiel. Parce qu'en fait, on est si démunis en tant qu'être humain, on est si démunis devant la vie qu'on est tous obligés de passer par de longues années d'éducation et nos parents, qui sont en général pleins de bonne volonté, essayent de nous transmettre tout un tas de bonnes choses. Mais ils ne peuvent faire autrement que de fonctionner à partir de leur réalité à eux et à partir des désirs qui les animent eux et ceux avec leur propre éducation, leurs propres limites, leurs difficultés et parfois ils vont nous faire suivre en tant qu'enfants des chemins qui ne nous correspondent pas forcément. En somme, on se retrouve parfois comme un chêne ou un arbre qu'on aurait planté dans un tout petit pot de fleurs pour en faire une plante d'agrément enfermée dans une maison
ou bien un chêne obligé de pousser à 4000 mètres d'altitude. C'est clair que ce ne sont pas les conditions optimales d'un développement harmonieux. Et parfois, en tant qu'enfant, c'est un peu ça qui se passe. Alors, que se passe-t-il quand on devient adulte? Eh bien, on perd un peu le nord. Parce que depuis la plus tendre enfance, on a appris à endosser toutes sortes de personnages pour plaire, se faire aimer. Et donc, on a appris à tricher avec soi-même pour être conforme aux exigences des éducateurs. Et donc, on a appris à faire semblant pour obtenir leur reconnaissance. Plus tard, on va chercher de la même manière la reconnaissance du conjoint, du patron, des amis, etc. Et entre-temps, on se perd un petit peu de vue soi-même dans sa réalité profonde. Et puis un jour, on prend conscience qu'on ne va pas très bien, voire qu'on va mal, et là, on commence à se poser des questions. Et on se rend compte qu'on est en réalité à côté de ses véritables besoins, de ses aspirations, de ses désirs, de sa vraie identité. En somme, on est à côté de soi, divisé. Comme c'est inconfortable, on finit généralement par se poser les vraies questions. Et ces vraies questions sont de la nature de, au fond, qui suis-je? Pourquoi suis-je fait? Qu'est-ce qui pourrait m'épanouir vraiment? Et là, on aimerait bien devenir soi-même. On aimerait bien, mais on ne sait pas ou on ne sait plus de quelle étoffe on est réellement fait. On ne sait plus ce qui nous appartient vraiment et ce qu'on a emprunté à d'autres au point d'en faire une sorte de seconde nature, mais qui n'est pas la bonne. On n'arrive plus à discerner ce qui nous rendrait vraiment heureux au milieu de tout le fatras de sollicitations qui nous assaillent de toutes parts dans notre société de consommation, où il fait bon, comme je le disais tout à l'heure, où il fait bon être conforme et formaté le plus possible. Et surtout, souvent, on ne sait plus comment s'y prendre pour faire le tri en soi-même. Et on se rend très vite compte qu'être soi ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais que c'est un vrai voyage, que c'est un véritable travail. Et que ce travail, il faut choisir de le faire. Il faut faire le choix de se connaître et d'aller vers soi. Parce qu'apprendre à se connaître suscite nécessairement des remises en cause, des changements, parfois des changements radicaux et pas forcément hyper confortables. Mais faire ce choix nous conduit aussi vers un mieux-être, vers l'acceptation de qui nous sommes et le plaisir de devenir qui nous sommes, le plaisir d'entrer dans une cohérence dans notre vie, la possibilité de nous déployer vraiment, autant que dans notre vie intime que dans notre vie professionnelle ou sociale. Alors, ce chemin peut vraiment devenir une voie thérapeutique parce qu'il nous conduit finalement à aller de mieux en mieux au fur et à mesure que l'on reconquiert une forme d'unité entre ce qu'on est et ce qu'on exprime. Et on finit par trouver sa vraie place, celle qui permet de se sentir vibrer la vie avec un grand V en soi. Et nous voilà dans une voie spirituelle. Et quand on est à ce stade de conscience et qu'on veut vraiment se connaître, l'astrologie peut vraiment devenir un outil très performant de connaissance de soi. En analysant ou en faisant analyser votre thème astral, vous allez dans un premier temps pouvoir faire un véritable bilan de votre personnalité, avec ses forces, ses potentialités à développer, ses faiblesses et ses tensions à résoudre pour s'harmoniser. Vous pourrez, entre autres, identifier vos besoins, ceux auxquels il est essentiel de répondre pour pouvoir vous sentir bien et en sécurité. Protection, liberté, action, élévation, légèreté, gravité, etc. Les besoins peuvent être très différents d'une personne à l'autre. L'astrologie va vous permettre de révéler vos qualités, vos dons innés,
vos potentialités pour mieux pouvoir les développer et vous épanouir plus pleinement, devenir une belle fleur de tournesol, une belle plante, un bel arbre, etc. Ce qui vous conduira à développer votre confiance en vous-même pour mieux pouvoir les développer et vous épanouir pleinement. Et puis, ça vous permettra aussi de choisir une orientation professionnelle qui vous corresponde réellement, plutôt que de faire un métier pour lequel vous n'êtes pas vraiment fait. Vous apprendrez à connaître votre véritable structure intérieure avec ses forces, mais aussi la nature de ses failles pour pouvoir y remédier. Vous pourrez identifier et comprendre vos schémas comportementaux, voir comment transformer les mécanismes intérieurs qui vous bloquent ou entravent votre réussite, reconnaître les mécanismes de défense qui peuvent être issus de votre généalogie ou de votre éducation, des schémas qui ne vous appartiennent pas réellement, et ainsi vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez aussi déterminer vos attentes relationnelles, personnelles, ce qui va vous aider dans le choix d'un partenaire qui vous correspond réellement. Par exemple, certains ont besoin de tendresse, là où d'autres ont besoin de mouvement, et d'autres encore d'indépendance, de profondeur, de fusion, etc. C'est très variable. Et ça vous sert aussi à mieux comprendre comment l'autre fonctionne. Et donc, comment vous accorder dans le couple. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi développer des liens plus vrais et plus justes avec vos enfants et les éduquer mieux parce que vous pourrez savoir comment respecter leurs besoins et puis en même temps respecter les vôtres. Ça vous aide aussi à mieux gérer les conflits puisque vous comprenez mieux pourquoi ils éclatent en fonction de qui vous êtes, de qui est l'autre. Et puis, ils vous permettent aussi, l'astrologie vous permet aussi de comprendre pourquoi ils éclatent à telle période plutôt qu'à telle autre. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, quels sont les enjeux et les défis à relever lors des crises que vous traversez, qui sont généralement en lien avec des cycles planétaires, et de connaître ces cycles permet de déterminer quels sont les enjeux du moment aussi. Et bien sûr, ça nous autorise aussi à mieux trouver la sérénité grâce à une intégration harmonieuse des différentes facettes de votre personnalité, à une vie en cohérence avec vos aspirations profondes, une vie harmonisée sur les cycles de l'univers, et donc vous allez pouvoir retrouver l'unité liée à toute voie spirituelle et par voie de conséquence, le bien-être propre à une bonne santé. Finalement, ça vous permet aussi de devenir plus libre et plus heureux. Et donc, je vous disais que l'astrologie, c'était un outil de connaissance de soi absolument formidable. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une grille, elle offre une grille de lecture très performante, et je vais vous donner quelques outils pour vous expliquer sur quoi se base l'astrologie et la méthode, sur quoi s'appuie la méthode astrologique. Le principe de base est très simple. C'est celui de l'unité du monde qui veut que ce qui se passe sur Terre est en analogie avec ce qui se passe dans le ciel. Je vais donner un exemple très simple. Quand le soleil se lève le matin dans le ciel, eh bien, il fait jour sur la Terre. Quand il se couche, la nuit tombe. Autre analogie entre le ciel et la Terre, quand la pluie tombe du ciel, la Terre est mouillée. Alors, c'est en fait aussi simple que ça. Et en l'occurrence, ça veut dire que en fonction des positions planétaires, eh bien, il va se passer des choses sur Terre qui seront en rapport avec la symbolique attribuée aux planètes. C'est assez magique. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fonctionne après des années et des années d'expérience. Dans le schéma d'un thème natal, c'est-à-dire du thème de naissance, c'est-à-dire de la position des planètes au moment de la naissance, on a donc la représentation de notre système solaire avec ses 10 planètes, le Soleil et la Lune étant considérés eux aussi comme des planètes
en tant qu'astres errants, qui est la signification du mot planète en grec et en latin. Donc, les 10 planètes sont présentées dans leur position au moment de la naissance de la personne. Position dans le ciel. Et chacune de ces planètes représente une facette de notre personnalité, un petit peu comme un petit personnage intérieur qui vit dans notre théâtre intime en relation avec les autres petits personnages. Par exemple, le soleil, représente le père, la lune représente la mère, le soleil c'est aussi l'autorité, la lune, la mère et le féminin maternel de manière plus large. Mercure, c'est la façon de communiquer, de penser. Vénus, la capacité et la manière d'aimer. Mars, l'énergie vitale, notre capacité à nous battre. Jupiter, l'intégration sociale, mais aussi nos expansions de conscience. Saturne, c'est la structure intérieure, la manière dont nous nous tenons debout, dont nous nous verticalisons. Uranus, c'est le génie créateur, notre originalité, notre façon d'être vraiment unique. Neptune, c'est l'intuition, notre capacité à nous fondre à l'autre, c'est notre capacité de nous relier, d'être perméable à ce qui se passe autour de nous. Et Pluton, c'est la métamorphose, c'est aussi la mort pour une renaissance, du coup. Et c'est notre capacité à nous transformer au quotidien. Chaque planète peut se décliner à différents niveaux, selon la personne et l'ensemble du thème. Selon la personne, c'est-à-dire selon son niveau d'évolution et selon l'ensemble du thème. Mars représente l'énergie vitale. C'est le dieu de la guerre. C'est donc aussi notre capacité à nous battre ou non, pour ou contre quelque chose, dans le sens d'une construction ou dans le sens d'une destruction, dans le monde extérieur ou dans notre univers intérieur, de manière active ou de manière agressive. C'est nous qui choisissons. Selon l'endroit où se trouvent ces planètes dans le ciel, elles vont prendre une couleur particulière, à savoir celle du signe où elles se trouvent. Par exemple, ici, j'ai entouré une Vénus en Sagittaire. Eh bien, ça va être une Vénus enflammée. Ça va être très différent d'une Vénus en Taureau, qui, elle, va être beaucoup plus possessive, un petit peu plus axée aussi, qui va être une Vénus plus possessive. Alors qu'une Vénus en Verseau va être beaucoup plus libre et moins physique dans sa façon d'aimer. Un Soleil en Balance va être motivé par l'harmonie, la beauté, l'amour, les relations. Alors qu'un Soleil en Gémeaux sera alors qu'un Soleil en Bélier, par exemple, sera poussé à l'action, réfléchira plus tard, sera parfois agressif, tandis qu'un Soleil en Gémeaux sera beaucoup plus intellectuel que le Soleil en Bélier que nous venons de voir. Ensuite, selon la place des planètes dans ce qu'on appelle les maisons, c'est-à-dire la place selon la ligne d'horizon que vous voyez ici tracée en vert, avec d'un côté l'ascendant, de l'autre le descendant, eh bien, selon cette position, en maison, vous les voyez entourés de rouge, là, les maisons, le numéro des maisons, eh bien, elles vont agir, ces planètes, dans un domaine de vie différent. Et leur action va prendre une forme différente. Par exemple, avec une lune en maison 4, maison qui représente le foyer, l'ancrage, la famille, le père, etc., eh bien, l'enfant, la personne, n'aura besoin d'un foyer chaleureux dans lequel elle puisse se sentir en sécurité. C'est la demande de la lune. Bon, ici, c'est le thème de Mozart. Cette lune n'est pas trop en sécurité parce qu'elle est à côté de Pluton. Donc, c'est déjà un peu plus difficile d'être en sécurité.
Mais si vous avez une lune en maison 10, eh bien, la personne sera poussée à créer une forme d'intimité dans sa vie professionnelle. Elle pourrait, par exemple, s'occuper d'enfants, ou bien, si elle est dans un autre métier, elle va, par exemple, être maternelle, maternante avec ses collègues ou des choses comme ça. Bon, ici, vous avez Mars en maison 10, donc c'est plutôt une façon d'être très tonique et entreprenant dans la vie professionnelle, dans la vocation. Si la maison 5 est mise en valeur, comme ici dans le thème de Mozart, on y trouve 3 planètes, la personne devrait s'adonner à une forme de créativité qui sera précisée par le signe et les planètes qui se trouvent dans cette maison. Si c'est la maison 7, par exemple, qui est valorisée, eh bien, les relations vont être très importantes. Et puis enfin, selon la place des planètes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire selon ce qu'on appelle les aspects en astrologie, elles vont s'entendre ou pas dans notre théâtre intérieur. Donc là, vous voyez, les aspects, c'est tous les traits que vous avez au milieu du thème. Et si on a des aspects tendus, ceux qui sont rouges, qui sont dits disharmonieux, eh bien, on va avoir des faiblesses, des tensions constitutionnelles. Ou si on a des aspects harmonieux, c'est des aspects bleus dans le thème, eh bien, ça va être des forces, des petits personnages intérieurs qui coopèrent harmonieusement. Mais là encore, on a le choix. Soit on suit la pente naturelle, la pente la plus facile, et on laisse se dérouler la pièce sans se poser trop de questions en pensant que les événements qui nous arrivent sont la faute à pas de chance ou au monde extérieur et on s'installe dans une posture de victime. Ou alors on peut choisir de prendre en charge les petits personnages intérieurs en travaillant à les harmoniser. Ça, c'est une solution qui, à terme, va permettre de dépasser les conflits, c'est-à-dire les complexes psychologiques qui nous habitent, et d'intégrer chaque partie de nous-mêmes pour être un tout harmonieux, uni intérieurement. Et nous voilà alors redevenus acteurs de notre vie. Et le miracle, c'est que la paix qu'on arrive à créer dans ce fameux théâtre intime va avoir des répercussions positives dans notre vie extérieure. Et bien sûr, aura des répercussions positives aussi sur notre santé. Or, l'astrologie peut nous aider à comprendre ce qui est en pause. Supposons par exemple des aspects qui touchent Mars, l'énergie vitale. Supposons qu'il soit harmonieux. Son énergie va avoir de fortes chances de pouvoir être utilisée facilement dans le sens d'une construction, d'une action constructive. Alors que si ce même Mars est en tension, il aura tendance à se manifester dans un premier temps de manière moins constructive, voire destructrice, voire agressive, etc. Par exemple, imaginons un lien entre Mars et Vénus. Vénus, c'est l'amour. Mars peut aller dans le sens de Vénus et on a un amour plein de chaleur, qui construit, qui harmonise, qui fonctionne bien, qui est passionné, mais une passion sympa. Dans la mythologie, Vénus et Mars donnent naissance à la déesse Harmonie. Donc, aspect harmonieux. Mais si on a un aspect disharmonieux entre Vénus et Mars, eh bien, dans un premier temps, le risque, c'est de se détruire à travers l'amour, ou de détruire l'amour, ou d'être agressif envers l'autre, que pourtant la personne aime, ou de vivre des relations passionnelles, mais dans le sens d'une passion destructrice. Et là, Vénus et Mars, eh bien, ils ont donné naissance à Phobos, la crainte, et à Deimos, la terreur. Mais si on en prend conscience, eh bien, cet aspect disharmonieux, on va pouvoir le travailler pour en faire un aspect
harmonieux et s'élever au-dessus des tensions et utiliser cette passion non plus pour se détruire, mais pour vivre un amour chaleureux, chaud, qui va permettre de créer l'harmonie. D'où l'intérêt de repérer les aspects pour savoir clairement comment et sur quelles fonctions psychologiques ils agissent selon les planètes en cause. Alors, un dernier point rapidement, c'est que l'astrologie permet aussi de se mettre en résonance avec les cycles planétaires, non seulement avec les cycles au moment de la naissance, le schéma au moment de la naissance, mais avec les cycles planétaires qui continuent, les planètes continuent à tourner. Donc, on va pouvoir anticiper et accompagner consciemment les changements que la vie nous présente, parfois sous la forme de crise, chômage, conflit, voire divorce ou épreuve en tout genre. Parce que notre thème est une espèce d'arrêt sur image de l'état du ciel à un moment donné. Mais ensuite, eh bien, les planètes continuent à bouger, à avancer, et à certains moments, elles vont par exemple revenir sur leur position de naissance ou passer sur des points stratégiques du thème de naissance. Par exemple, ici, vous avez le thème de Mozart avec ces transits, les transits qui ont eu lieu en 1777, il avait une vingtaine d'années, et il y a un transit particulier qui est celui d'Uranus sur le milieu du ciel. C'est ce qui est entouré là sur le thème. Et cet Uranus est aussi en conflit avec Uranus natal, très peu de temps après ce que je vous ai mis là en image. Eh bien, cet Uranus va réactiver quelque chose, des énergies, des schémas qui font partie de Mozart. Et ça peut susciter des crises ou des opportunités exceptionnelles selon la planète en cause. Et donc, des occasions de transformer la vie. Ici, avec Uranus, c'est un moment de révolte pour Mozart. C'est un moment où il a envie d'indépendance et donc il va envoyer promener le prince Colorido, qui le considérait comme un serviteur, et il va partir. Alors il va partir, revenir, puis repartir, parce que c'est pas facile à faire, puisqu'il n'aura plus de salaire qui tombe tout seul. Mais c'est aussi un moment où sa créativité va exploser et va devenir beaucoup plus personnelle. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour lui. On pourrait encore parler d'autres transits, mais bon, on va avancer parce que ça serait un petit peu trop long. Le cycle de 7 ans, tout le monde le connaît. Il est basé sur plusieurs de ces cycles planétaires qui arrivent à des périodes critiques tous les 7 ans, d'où la crise bien connue des 7 ans de mariage, mais aussi l'âge de raison à 7 ans, l'adolescence à 14 ans, l'entrée dans l'âge adulte à 21, etc. Saturne, quand il fait des transits, quand il passe à des endroits stratégiques du thème, nous demande de grandir. Uranus, de rompre avec des vieux schémas et de se libérer et d'être créatif. Neptune amène souvent du flou, mais aussi de l'intuition. Pluton a un cycle irrégulier et ne correspond donc pas à ces cycles de 7 ans. Dans cette question des relations entre les planètes dans le thème de naissance ou par transit, l'apport de la mythologie est très intéressant parce qu'il permet de comprendre comment nos différents dieux-planètes peuvent s'entendre, comme dans l'exemple de Vénus et de Mars par exemple, puisque chacun des dieux dont on connaît l'histoire porte le nom d'une planète. Et on connaît aussi ses rapports avec les autres dieux. Ce sont des histoires qui parlent plus au cœur que l'astrologie pure. Elles s'adressent à l'enfant en nous, à l'inconscient, à l'intimité. Et la mythologie donne des voies de sortie des conflits. Elle indique comment résoudre et comment intégrer tous nos petits personnages intérieurs en une famille harmonieuse, autrement dit, en une personnalité cohérente et épanouie. Par exemple, dans la mythologie, Saturne avale ses enfants pour ne pas perdre son pouvoir, parce que l'oracle lui avait dit qu'un
un de ses fils le détrônerait, lui-même ayant détrôné son père. Symboliquement, cette histoire nous indique, dans un thème où Saturne est important, un certain volontarisme, une certaine avidité, et puis aussi évidemment un goût prononcé pour le pouvoir, même dans sa forme tyrannique. Mais son petit dernier, Jupiter, va échapper à son ogre de père et il lui fera restituer tous les enfants avalés. Voilà donc une piste pour interpréter Jupiter et Saturne quand ils sont disharmonieux dans un thème. C'est une lutte de pouvoir. Mais aussi, dans sa version harmonieuse, c'est un lien qui permet à Saturne, à un moment donné, de restituer tout ce qu'il a avalé après l'avoir amené à maturation. Ainsi en est-il par exemple des Saturniens qui absorbent des tas de connaissances, puis avec le temps, ils les restituent enrichis de leurs propres recherches. On trouve quantité de chercheurs saturniens, comme par exemple Pasteur. Vous pouvez trouver un article sur l'apport de la mythologie sur mon site. L'apport, je crois que je l'ai intitulé « L'apport de la mythologie à l'astrologie ». Ça développera un petit peu ce que je raconte ici. Mais on va venir maintenant à l'apport de la méditation, à la démarche que je propose. Parce qu'une manière plus profonde et plus personnelle encore de trouver qui on est, c'est d'entrer directement en soi par la méditation. Car là, on entre de plein pied dans une démarche spirituelle qui nous met en relation avec nos espaces les plus intimes et les plus profonds. Quand dans ce travail, on allie méditation et astrologie, ou méditation, astrologie et mythologie, on a une grille de lecture qui devient absolument fabuleuse et incroyablement personnelle. Et dans les ateliers que je propose en ce sens, ou dans l'accompagnement individuel, je suggère un chemin pour entrer en soi, dans une méditation guidée, un chemin qui s'appuie sur la structure du thème natal. Et depuis notre espace sacré intérieur, dans la présence de votre guide, qu'on va appeler à nous accompagner, nous allons à la rencontre d'une énergie particulière. Il peut s'agir, par exemple, de l'énergie d'un signe, du personnage qui représente un signe, qu'on va rencontrer à travers l'animal ou le personnage qui le représente. Par exemple, on va rencontrer les Gémeaux, on va rencontrer le Taureau, on va rencontrer le Bélier, etc. Ou bien, c'est un dieu-planète qu'on appelle à venir à notre rencontre. Ça peut être Apollon, le Soleil, quand on a besoin de se centrer, ou Vénus, si on a des difficultés amoureuses, etc. Ou encore, on peut entrer dans une expérience de vie particulière, par exemple la relation intime ou le mariage, ou le lien avec nos enfants, à l'enfant intérieur, à la créativité, ou le domaine du travail, de la vocation, etc. Ça, c'est en entrant dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans une maison qui représente un champ d'expérience de la vie. Et depuis cet endroit donc de paix intérieure où on se trouve à ce moment-là, eh bien, on va avoir une vision beaucoup plus juste que quand c'est le mental qui turbine. On va avoir une vision plus juste de ce qui ne va pas trop et surtout, on va avoir une vision du chemin conduisant au dépassement des difficultés. Alors, ça peut paraître un peu mystérieux. Comment allez-vous le dire? D'abord, par la magie de la méditation elle-même qui nous fait changer de plan. Donc, voir les choses avec une certaine distance depuis un état intérieur de paix. Immédiatement, ça dépassionne nos problèmes qui apparaissent alors de façon beaucoup moins dramatique, plus apaisée. Ensuite, à partir du cadre suggéré, donc à partir de la guidance de la méditation, puisque je la guide, vous allez pouvoir entrer en contact avec vos propres images intérieures personnelles.
Et ensuite, on pourra les décrypter ensemble en les reliant au symbole universel du zodiaque, ce qui vous donnera le plus souvent des pistes très précises de compréhension de ce qui est en jeu, de ce qui pourrait être transformé et de la manière de le faire. Et enfin, en accueillant depuis ce plan intérieur lumineux les situations qui posent problème, elles vont pouvoir profiter de cette lumière présente à ce moment-là et se transformer à son contact. Ça peut paraître un petit peu irréel, mais ça ne l'est pas tant que cela. Et je vois d'année en année des personnes évoluer à travers ce travail qu'on peut évidemment poursuivre chez soi pour l'approfondir encore. Je vais vous donner un exemple vécu pour mieux vous faire comprendre ce qui se passe dans ces méditations. Un exemple vécu, donc, dans un travail qui consistait à définir et à contacter l'énergie propre à chacun, comme toujours, qui permet de se centrer, de s'unifier, de reprendre confiance en soi et de pouvoir exprimer et rayonner ce qui est à rayonner. Et dans cette optique-là, on avait fait une méditation sur le soleil. Et puis, j'avais raconté le mythe d'Apollon, qui est le dieu solaire, avec pas mal de détails sur l'histoire d'Apollon, c'est-à-dire du soleil dans la mythologie. Et quand j'avais demandé à chacun de préciser l'épisode qui l'avait particulièrement touché, une personne me dit « Je n'ai rien retenu, juste qu'Apollon était très beau et surtout qu'il avait des cheveux noirs aux reflets bleutés, comme les pétales de la pensée. » Et cette personne avait insisté lourdement sur les pétales de la pensée. Elle les avait dessinés dans une jolie géométrie, flottant sur l'eau, bien organisé tout ça. Et durant l'ensemble du stage, à plusieurs reprises, cette personne m'avait dit, très embêtée, qu'elle n'arrivait à rien retenir, qu'elle n'avait jamais été une intellectuelle, que c'était difficile, etc., qu'elle n'arrivait à rien apprendre facilement. Mais quand on a fait les méditations sur les 4 éléments, en fait, elle en revenait à chaque fois avec une superbe synthèse remarquable où elle avait passé en revue toutes les formes d'eau, de feu, de terre, d'air présents dans la nature et elle en avait déduit avec une incroyable facilité les qualités et les dangers ou les défauts au niveau psychologique de chaque élément. Alors que moi, quand j'avais préparé ce stage-là, j'avais passé des heures et des jours à compulser des encyclopédies, des livres, des notes pour arriver à peu près au même résultat que elle en 30 minutes de méditation. De quoi presque être jalouse. Et en fait, cette femme expérimentait là sa façon très personnelle d'utiliser son soleil, un soleil en poisson. Un soleil et encore d'autres éléments en poisson, qui faisait qu'elle allait chercher la connaissance de façon synthétique. Il lui suffisait d'aller cueillir les informations qui, comme les fameux pétales de la pensée, étaient à la surface de l'eau des poissons, une eau qui était celle de son inconscient, l'eau de mer des poissons qui représente l'inconscient collectif. Donc, il lui suffisait de se mettre en méditation pour se centrer et retrouver confiance en elle et acquérir des connaissances puisque Mercure est également en poisson dans son thème. Donc, c'était très intéressant. Et puis, plus tard, on avait fait une méditation sur la maison 4 qui représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, la matrice, la famille, le foyer, donc les racines. Cette même personne nous rapporte qu'il y avait des lumières blanches dans un espace matrice qui est arrimé, et elle rajoute, c'était flottant, stable. Maison 4 de l'enracinement et de la stabilité, en poisson, signe de l'eau mouvante des océans, de ces étendues à perte de vue, de ces espaces infinis. Et dans toutes les descriptions de cette personne, on a cette notion de quelque chose de flottant, d'aquatique, mais qui est néanmoins stable, donc enraciné, parce que c'est en maison 4, et que l'enseignement pour elle, c'est
que pour trouver sa stabilité, son ancrage de maison 4, elle ne doit pas chercher des choses figées, bien solides et fixes, bien terrestres, mais elle doit chercher quelque chose de flottant. Rodin, par exemple, avait une maison 4 en taureau, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Lui, il lui faut quelque chose de stable. Son inconscient lui propose tout à fait autre chose, alors que pour la personne précédente, eh bien, ce qui est intéressant pour elle, c'est de s'ouvrir au mouvement de son âme que représentent les poissons. Donc, la connaissance du signe des poissons et de sa symbolique pourra ensuite guider cette personne bien plus loin encore, puisque c'est un signe d'ouverture à l'infini, à l'invisible, qui demande de développer l'intuition, la compassion, la sensibilité, la méditation, la contemplation. Et dans cet exemple, eh bien, c'est ces valeurs-là qui conduiront la personne à la stabilité. C'est dans le don d'elle-même qu'elle va pouvoir trouver sa propre stabilité. En maison 10, ce serait l'énergie qu'il lui faudrait pour sa vocation. La maison 7, ce serait dans le mariage, dans la relation. Et donc, vous voyez, à travers ces quelques exemples, vous pouvez constater que nous avons tous la capacité à trouver en nous nos propres réponses. Et plutôt que de nous fier aux réponses des autres, qui même thérapeutes, et quoi qu'ils fassent, demeurent toujours extérieurs à une partie de notre réalité, eh bien, nous avons tout intérêt à aller visiter notre espace intérieur à la rencontre de notre part la plus intime et la plus sage. Ce qui peut se faire à tout moment pour toute personne qui le souhaite véritablement, qu'elle connaisse ou non l'astrologie, qu'elle ait expérimenté ou pas la méditation, qu'elle sache dessiner ou pas. Voilà, notre conférence touche maintenant à sa fin. J'espère vous avoir donné envie d'aller toujours plus avant dans la connaissance de vous-même à travers cette voie véritablement thérapeutique et spirituelle que constitue l'astrologie. Vous aurez peut-être remarqué que un certain nombre de signes dans les images projetées aujourd'hui proviennent de vitraux, de sculptures venant de cathédrales ou d'églises. Ça n'est certainement pas un hasard si l'Église, à un moment donné, était certainement plus ouverte et avait accepté et peut-être même encouragé cette iconographie. Aujourd'hui, elle semble avoir perdu un petit peu le lien avec cette sagesse plusieurs fois millénaire qu'est l'astrologie. Il n'en reste pas moins que le symbolisme astrologique demeure une voie d'approche hors pair de l'harmonie fondamentale de la personne et de son ordonnancement intime qui découle de lois universelles. Vous voyez par exemple ici, sur cette image, que le zodiaque trace le chemin pour aller vers l'autel. C'est quand même pas rien, ça. C'est-à-dire pour aller vers l'endroit le plus sacré de l'Église et symboliquement le plus sacré de nous-mêmes. Donc, méditer sur chacun des symboles astrologiques est en réalité une voie royale pour retrouver de l'intérieur l'énergie que chaque signe représente ou que chaque planète représente, autant dans son universalité, dans son essence même, que dans la façon toute particulière qu'elle a de se manifester dans la vie du méditant lui-même. Par expérience, autant personnelle que dans le travail que je propose, je peux vous dire que ce travail vous transforme d'abord vous-même dans un sens de complétude, donc de mieux-être, de meilleure santé, mais transforme aussi votre vision de vos proches vers plus d'ouverture et de tolérance, et enfin transforme votre vision du monde, de ce qui est réellement important et de ce qui l'est moins, de la place que vous, individuellement, avez à y occuper et que l'homme, de manière générale, a à y occuper. Loin des préoccupations consuméristes de notre société, l'homme a vocation à créer un lien entre ciel et terre, et inversement, entre terre et ciel, chacun à sa manière personnelle.
L'astrologie, qui nous fait lever les yeux vers le ciel et contempler ces astres la nuit, peut nous aider sur cette voie. Si vous décidez de vous engager sur ce chemin mêlant astrologie, mythologie et méditation, et si vous avez envie d'être accompagné ou de faire partie d'un groupe, je reste à votre disposition et vous pouvez bien sûr me contacter quand vous le souhaitez. Le prochain atelier de méditation aura lieu le vendredi 5 mai 2023 de 17h à 20h. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Et puis, je ferai aussi un stage cet été, du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2023, où nous nous retrouverons de 9h à 17h30 chaque jour, et où le matin, nous ferons une méditation de groupe sur les transits du moment, c'est-à-dire que nous allons aller à la rencontre du Dieu planétaire qui nous rend visite en fait, pour voir où il nous rend visite, dans quel domaine de notre vie, quels sont les défis du moment. Et donc, vous aurez accès à vos réponses intérieures le matin. Nous partagerons ensuite les réponses des participants. Il n'y aura que 5 ou 6 participants au maximum pour que ce soit un groupe intime et qu'on puisse faire vraiment un travail profond. Et puis l'après-midi, il y aura un enseignement sur cette planète dans ce signe où elle se trouve actuellement. Il n'est pas indispensable d'avoir de grandes connaissances astrologiques pour faire ce travail-là. Après, si on a des connaissances, c'est intéressant aussi, mais ça n'est pas absolument indispensable puisque l'essentiel du travail consistera à entrer en soi pour entendre ces réponses intérieures. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter et j'y répondrai très volontiers. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus quand je vous propose de nouvelles vidéos. Et sachez aussi que j'ai écrit 2 livres, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ou plutôt un livre en 2 tomes, sur le mythe d'Orion, en rapport avec le Scorpion, pour le premier tome, en rapport avec le Taureau pour le 2e tome. Et en fait, c'est un ensemble qui parle de l'axe Scorpion-Taureau, vu à partir du Scorpion dans un premier temps. C'est un livre qui vous amènera, ce sont des livres qui vous amèneront à des questionnements intérieurs, à écouter, entendre vos profondeurs et pouvoir mieux y répondre. En attendant, bonne journée, bonne soirée, selon le moment où vous écoutez cette vidéo, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo, ou peut-être pour un stage, ou pour un atelier. Et si vous avez envie de faire un travail à distance, c'est évidemment possible aussi via Zoom. Merci de votre écoute et de votre attention et à bientôt. Au revoir.